On reprend donc pour cette table Théâtre Noir qui va être modérée par Célia Maria Antonati Ramos. Célia est professora emérita da Universidade Estadual de Santa Catarina, mestra e doutora em comunicação e semiótica, com pesquisas ao longo dos anos se concentrando sobre os processos artísticos contemporâneos e as políticas raciais. No mestrado, ela pesquisou as manifestações urbanas dos grafites, enquanto no doutorado trabalhou sobre as tatuagens contemporâneas e as nazi-tatuagens como códigos de intolerâncias políticas e sociais, inclusive mapeando essas tatuagens aqui em Paris. Atualmente, ela se dedica à pesquisa de arte africana e arte afro-brasileira contemporânea, pesquisa que permitiu a realização de diversos documentais sobre os artistas, disponíveis em sua base, politicascontemporâneas.com, que eu convido todos a consultar. Autora de diversas obras, seu mais recente livro, Apontamentos da Arte Africana e Arte Afro-Brasileira Contemporânea, Políticas e Poéticas, ganhou um prêmio recentemente, o prêmio mais cobiçado do Brasil, o Prêmio Jabuti. Eu tenho um agradecimento particular, antes de passar a palavra à Célia, dessas coisas que acontecem quando a gente organiza os colóquios que a gente não sabe. Eu recebi uma notícia do Brasil, enquanto estavam fazendo, quando as comunicações todas chegaram e iam reunir o comitê científico, que uma pessoa no Brasil estava fazendo campanha para que todas as pessoas pudessem se inscrever no colóquio. Essa pessoa foi a Célia. E aqui eu quero fazer um agradecimento especial a ela. Muito obrigada. Bonjour. Je ne sais pas si c'est là. Bonjour. Et je d'abord voulais vous remercier pour cette invitation, spécialement Viviane Braga, et vous féliciter pour ce colloque présentiel après 2 ans des interventions médiatisées pour les appareils virtuels. La présence du corps induit l'affection, il est déjà performatif. Nous allons écouter aujourd'hui, ce matin, des intervenants qui vont nous parler du théâtre contemporain en perspective activiste. Denis Silva Reis et Maud Delevaux, c'est la première qui va nous parler sur Vitória, Santa Cruz, théâtre noir et révélation du corps afro-péruvien. Maud Delevaux, c'est une anthropologue franco-péruvienne. Après un travail de terrain de 4 ans au Pérou, elle a réalisé une thèse sur les processus de construction, de représentation et de narrative identitaire de la population afrodescendante du Pérou. Elle est chercheuse affiliée de l'Institut français d'études indiennes en Amérique latine et au laboratoire Ethnologie et Sociologie comparative au CNRS et à Paris-Nanterre. Elle est enseignante à l'université Paris-Nanterre. Actuellement, elle étudie la circulation et les réappropriations des pratiques, discours, idéologies et symboles de la militance afroféministe entre l'Amérique latine et l'Espagne. Le deuxième intervenant sera Denis Silva Reis, le théâtre de Guiane et le théâtre noir franco-amazonien, histoire, mémoire et héritage performatif. Denis Silva Reis est professeur et chercheur en littérature francophone à l'Université fédérale de Acre, au Brésil, docteur en littérature et pratique sociale et master en études de traduction à l'Université de Brasilia. Spécialiste de la littérature guyanense et des relations franco-brésiliennes en Amazonie. Il étudie également les processus diasporiques de la traduction et leurs relations avec le langage verbal et artistique dans la lutte contre le racisme linguistique et littéraire. En tant que traducteur,
Il traduit des œuvres de Guyane française vers le portugais et actuellement recherche de traduire les théâtres du dramaturge guyanais Eli Stephenson au Brésil. Parmi ses études, on peut citer le dossier spécial littérature de Guyane française et traduction de les femmes noires et traduction de d'espoir noir, traduction en écriture, cadernos de littérature de traduction. Maintenant, je passe les mots pour présenter sa recherche. Merci. Merci Célia pour cette présentation et je remercie Viviane et les organisatrices pour me donner l'opportunité de présenter ce travail. Alors, au mois d'octobre 2022, le ministère de Culture célébra les 100 ans de la naissance de Victoria Santa Cruz Gamarra, artiste pluridisciplinaire afro-péruvienne qui, à partir de la fin des années 50, joua un rôle fondamental pour la reconnaissance d'un corpus culturel afro-péruvien et pour la revendication d'une identité noire au Pérou. Malgré une intense carrière nationale et internationale, en tant qu'artiste, spécialiste du folklore noir et enseignante au sein de différentes institutions péruviennes, mais aussi internationales, elle a enseigné aux États-Unis notamment, peu de travaux académiques ont abordé sa prolifique œuvre. Elle connaît néanmoins une nouvelle forme de reconnaissance depuis son décès en 2014, survenu dans un contexte inédit de visibilisation de l'engagement des femmes noires au Pérou. Et son poème musicalisé Me gritaron negra a notamment été repris par de jeunes artistes et activistes afro-péruviennes, réaffirmant ce chant et la figure de Victoria Santa Cruz comme symbole de lutte contre le racisme et de fierté identitaire. Au sein de cette communication, je souhaiterais analyser, à partir de son engagement pour développer un théâtre noir au Pérou, les conceptions artistiques et politiques de Victoria Santa Cruz. Il s'agira d'éclairer la place du corps et du folklore noir au sein de sa pensée et leur rôle dans la revalorisation et la resignification de l'identité afro-péruvienne. Alors, Victoria Santa Cruz est née en 1922 dans une fratrie qui va comptabiliser 10 enfants et elle passe une partie de son enfance dans le quartier de la Victoria à Lima. Et ce quartier est un nouvel espace d'urbanisation ouvrière où s'y développe une intense pratique et diffusion d'expressions dites criollas. Alors, j'aimerais expliquer ce terme. Par criollas, on désigne, dans le cadre péruvien, un ensemble d'expressions socio-culturelles attribuées surtout à Lima et à la côte péruvienne et qui seraient issues de la rencontre des trois cultures, donc hispanique, africaine et indigène, mais qui est notamment repris dans un discours hégémonique qui est source justement de discours identitaires de pouvoir, puisque le discours hégémonique tend à valoriser l'héritage hispanique. Et donc, la Victoria est un quartier qui est considéré comme populaire et criollos. Et c'est dans cet espace qu'elle va grandir. La famille Santa Cruz présente alors des caractéristiques socioculturelles communes des afro-descendants de cette époque. Mais néanmoins, il y a un héritage, un bagage culturel particulier et qui est attribué au père de Victoria Santa Cruz, Nicomedes Santa Cruz Aparicio, qui, à la fin du XIXe siècle, est envoyé aux États-Unis pour fuir la guerre du Pacifique. Il va y passer plus d'une vingtaine d'années et de manière autodidacte, il va apprendre à parler le français, l'italien, l'anglais. Il va apprendre aussi à apprécier la littérature et la musique instrumentale dite classique. À son retour à Lima, au début du XXe siècle, il devient dramaturge, écrivant plusieurs œuvres théâtrales qui vont recevoir les éloges de la presse et du public. Donc, il s'intègre à cette vie culturelle et artistique liménienne, ce qui est inédit pour un afro-péruvien à cette période.
Toutefois, il ne va pas pouvoir vivre de son art et il va être ouvrier toute sa vie, mais il va vouloir transmettre à ses enfants et à ses petits-enfants son amour justement pour la littérature et pour la musique classique. Victoria Santa Cruz distinguait ainsi dans son héritage culturel celui de son père qu'elle définissait comme celui des classiques européens, je la cite, et celui de leur mère, Victoria Santa Cruz Gamarra, qui, elle, était un héritage culturel plus populaire et traditionnel, puisque ça serait d'elle que Victoria Santa Cruz a pris tout un répertoire musical et poétique criollo. Si la fratrie aimait improviser des rythmes sur la table familiale et chacun développait une habileté artistique particulière, les Santa Cruz Gamarra, jusqu'à la fin des années 50, ne se démarquaient pas comme représentants culturels. Ainsi, malgré un univers familial incitant à la curiosité pour les expressions artistiques, Victoria développa sa passion et sa création musicale, poétique et chorégraphique à l'âge adulte. En effet, face à leurs conditions modestes, les enfants de la fratrie furent formés très jeunes à des métiers et Victoria Santa Cruz était principalement couturière. En 1957, Nicomede Santa Cruz, alors pas le père, le frère, de Victoria Santa Cruz, est alors forgeron de profession et il développe depuis plus de 10 ans une passion pour l'expression poétique. Et il va intégrer à cette date le monde culturel et artistique liménien en tant que représentant de la pratique des décimas. Donc les décimas sont une forme poétique qui est attribuée notamment à la population noire du Pérou. Et c'est par ce biais que Nicomede Santa Cruz s'est intéressé à tout un monde culturel noir. Il a alors pris conscience de l'appropriation de ces pratiques au sein de la culture criolla et de la négation de l'apport culturel et social des Noirs au Pérou. Face à ce constat, en 1958, Nicomede Santa Cruz décide de fonder sa propre troupe de théâtre pour mettre en scène des expressions traditionnelles noires. Le groupe Cumanana représente une expérience unique dans l'histoire du théâtre péruvien parce que pour la première fois, on réunit autant au niveau de la direction que des artistes des afro-péruviens et afro-péruviennes. Nicomede Santa Cruz invite des membres de sa famille à prendre part à ce projet. Cependant, sa sœur Victoria Santa Cruz se démarque et devint en 1959 la co-directrice de la troupe, annonçant, et là je les cite Victoria et Nicomedes, le début d'un théâtre noir au Pérou. La participation de Victoria au sein de Cumanana non seulement la révèle, mais permet une évolution originale de cette expérience théâtrale. Nicomede Santa Cruz, d'une certaine manière, s'inscrivait dans la continuité des estampes musicales du théâtre criollo. Son projet était principalement de se réapproprier de ce corpus musical criollo et de rétablir le rôle de la population noire comme créatrice. Progressivement, Victoria Santa Cruz investit la scène et institua une rupture artistique et identitaire. Elle créa plusieurs compositions musicales, définit les chorégraphies, dirigea les acteurs et actrices, elle était elle-même actrice, dessina et confectionna l'ensemble des costumes afin d'exprimer un nouveau discours identitaire afro-péruvien. En 1960, à Lima, au théâtre La Cabaña, fut inaugurée la première œuvre de Cumanana nommée Zahanari. Elle était composée de 3 actes aux thématiques identifiables et illustratives du processus identitaire en jeu. Et je vais m'intéresser ici spécifiquement à Zahanari, donc le 3e acte, nom du dieu suprême malgache, qui représentait, selon Victoria Nicomedes, un rituel afro-péruvien et qui rappelait le travail de la danseuse, chorégraphe et anthropologue afro-américaine Catherine Dunham, dont la compagnie s'était présentée en 1951 à Lima et qui avait fortement impressionné Nicomedes et Victoria Santa Cruz. Alors Zahanari évoquait un rituel de salvation, on a ici les photographies. Une jeune femme était libérée de la possession d'esprits maléfiques par 2 sorciers, dont un passait un coq sur le corps de la jeune femme, tandis que l'autre effectuait des sauts et divers mouvements. La scénographie, les vêtements et les bijoux, qu'on peut voir aussi ici, les instruments de musique constitués uniquement de percussions, la thématique de l'acte et les chorégraphies exorcisaient lo criollo pour faire revivre sur cette scène de théâtre lo africano, mobilisant différents référents culturels de la diaspora afrodescendante, religion malgache, instruments musicaux afro-caribéens, rituels, et l'imaginaire sur l'Afrique.
Les Santa Cruz aspiraient ainsi à révéler l'africanité des Noirs du Pérou. Cette scène, dont les danses et l'arrangement musical furent déterminés par Victoria Santa Cruz, s'achevait par la libération de la jeune femme qui entreprenait une danse nommée afro. Celle-ci n'était pas définie car Victoria Santa Cruz souhaitait que la danseuse sente physiquement le rythme et se laisse porter par lui, assurant l'expression libre de son corps, technique notamment développée par Catherine Dunham. Cet acte final était profondément symbolique. Le corps libéré, guidé par les rythmes des percussions, pouvait dès lors faire émaner son ascendance et retrouver son origine africaine, niée dans la société péruvienne. Malgré un positionnement identitaire politique critiquant les représentations liméniennes dominantes, la presse et le public soutinrent le travail de ce groupe de théâtre, et cette reconnaissance va permettre justement la naissance d'un mouvement et de différents projets culturels afro-péruviens. Nico Méndez et Victoria Santa Cruz décident de poursuivre l'aventure de Cumanana et de concevoir une seconde œuvre qui est inaugurée en 1961 à Lima, qui se nomme Malato et qui est écrit par Victoria Santa Cruz. À nouveau, c'est un véritable succès et cette œuvre va mettre en lumière le travail de Victoria Santa Cruz. Un attaché culturel de France qui assiste à cette représentation est impressionné par son talent et lui propose une bourse d'études. Elle part en 1962 à Paris pour étudier à l'Université du Théâtre des Nations. Et je vais évoquer cette formation parisienne brièvement. Donc, dans la capitale française, elle bénéficie d'une formation académique en théâtre, en danse et en musique, auprès de professeurs de l'Université du Théâtre des Nations. Dans cet institut, elle intègre un groupe d'étudiants dirigé par Victor Garcia, ici présenté, jeune directeur argentin avant-gardiste. Elle voyage en Europe. En 1964, elle se rend au Maroc avec une délégation de l'Université des Nations. Et à son retour à Paris, en 1965, elle constitue un groupe de danseurs africains et afrodescendants, notamment originaires de Cuba et des Antilles, qu'elle dirige pour la représentation d'un ballet qu'elle-même a créé. Cette expérience académique et artistique a participé certainement à consolider ses positions identitaires et artistiques. Cependant, Victoria est demeurée assez silencieuse sur ses rencontres et ses influences, mais elle revient en 1966 à Lima, déterminée à créer, et là je la cite, un espace où les jeunes noirs puissent s'exprimer à travers le théâtre. Et elle vient donc déterminée à créer un théâtre noir au Pérou. Alors, non, ça... Ouais, voilà. Alors, au début de l'année 1967, Victoria Santa Cruz annonce à travers divers moyens de communication qu'elle souhaite auditionner de jeunes noirs pour fonder une nouvelle compagnie nommée Teatros y Danzas Negras del Perú. Ce projet est reçu avec un grand enthousiasme et Victoria Santa Cruz va découvrir de nouveaux talents, mais aussi travailler avec des artistes plus expérimentés. Elle entreprend dès lors un travail fondateur pour la définition d'un patrimoine culturel afro-péruvien et pour le développement d'une nouvelle conscience identitaire noire. Elle détermine un enseignement quotidien et exigeant pour révéler la capacité physique, artistique, la discipline et la personnalité des artistes. Elle y mêle entraînement physique, cours sur le folklore ou encore débat sur le racisme. Semblablement à la formation pluridisciplinaire qu'elle a reçue à Paris, elle fait appel à des professionnels de différentes disciplines, donc théâtre, danse classique, théorie musicale. Cette formation globale intègre également des leçons de bienséance. Reconnue pour sa rigueur et sa fermeté, Victoria Santa Cruz souhaite transformer ses jeunes promesses en des artistes afro-péruviens professionnels qui remettraient en cause les préjugés. À travers cette préparation totale, elle veut encourager l'acquisition d'une assurance et d'une confiance en soi pour que ces jeunes puissent affronter et combattre le racisme. Au mois d'octobre 1967, après 8 mois de travail, la compagnie se présente dans un théâtre de la capitale. Le public acclame ce nouveau projet et les représentations se déroulent à guichet fermé. Et là, je cite le neveu de Victoria Santa Cruz. Cette reconnaissance ne fut pas seulement nationale, puisque lors de leur présentation aux festivités des Jeux olympiques au Mexique en 1968, Victoria Santa Cruz, directrice de la délégation culturelle du Pérou, reçoit une médaille d'or et un diplôme pour son travail. La compagnie se présente alors dans divers pays latino-américains et devint un référent du recueil culturel afro-péruvien.
Et au sein de cette expérience théâtrale, plusieurs genres chorégraphiques, Lando, Samacueca, Festejo, Alcatraz, sont définis, déterminant un corpus culturel noir, élément fondamental pour la pensée de Victoria Santa Cruz. Au cœur de son projet théâtral, Victoria intègre et transmet sa conception particulière de l'existence humaine, sur laquelle elle fonde toute sa définition du folklore noir. Selon elle, l'homme vivait autrefois au sein d'une culture organique, caractérisée par une harmonie et un équilibre. Les arts et la vie étaient alors profondément unis et liés. Cette unité était produite par l'existence du rythme, défini, et là je la cite, comme l'éternel organisateur, qui permettait la relation entre forces opposées. Cependant, la pluralité et le désordre causèrent une rupture de l'homme avec l'homme et de l'homme avec l'ordre supérieur, provoquant la désunion entre les différentes sociétés humaines. Toutefois, selon elle, il serait possible de retrouver en soi cet équilibre à travers le rythme. En effet, pour Victoria Santa Cruz, certaines cultures et certains individus conserveraient encore un aspect de la connaissance, d'une culture organique, donc culture originelle. Cet héritage serait principalement sauvegardé au sein du folklore, et je la cite, d'origine africaine, qu'elle percevait comme les restes de cette culture organique. Le folklore afro-péruvien, dans sa version traditionnelle, contiendrait des secrets, des combinaisons rythmiques qui permettraient une connexion interne avec le rythme organisateur. Les diverses pratiques artistiques, donc musique, danse, poésie, préserveraient ce savoir, permettant à la personne qui le pratique d'affiner intérieurement son corps, de le mettre en action pour accéder à des clés de connaissances. Et donc, je vous ai mis ici quelques photographies de ce folklore, justement. Ici, on voit l'Alcatraz ou encore la danse de la Samacueca. Donc, ce sont des photographies de la compagnie Teatros y Danzas Negras del Pérou. Alors, la connaissance et la bonne pratique du folklore de racines africaines produisaient donc un processus intime, vécu physiquement, qui menait à différents niveaux de conscience. Victoria Santa Cruz avait expérimenté ce cheminement intérieur. C'est pourquoi elle se disait, je la cite, « rat de laboratoire de ce processus ». D'une part, la musicalité et le rythme de l'espace de vie de son enfance, donc la Victoria, où résonnait certaines nuits le cajon. Le cajon est un tambour afro-péruvien. Et les voix des interprètes avaient réveillé en elle une intuition, et le terme vient d'elle. D'autre part, les jeux de rythme réalisés durant son enfance avec ses frères et sœurs sur la table familiale lui permirent de découvrir en elle cette mémoire ancestrale africaine, qui la guidait vers la connexion et la saveur du silence. Cette intuition et ce legs provoquaient un ressenti interne latent, mais dont la signification ne lui parvint que par la confrontation à l'obstacle. Et là, c'est un terme aussi de Victoria Santa Cruz, l'obstacle, qui, selon mon analyse de son œuvre et de ses entretiens, signifie pour elle, dans son cadre, la discrimination et le racisme. En effet, Victoria Santa Cruz relatait souvent comment, enfant, une petite fille blanche nouvellement arrivée à la Victoria, dans son quartier, l'exclut pour être noire et fut suivie par d'autres enfants, donc ses amis notamment. Cette discrimination fondée sur son ascendance provoqua en elle plusieurs émotions, passant de la tristesse à la colère à la haine de soi, qui la menèrent à s'interroger sur elle-même, sur son identité. Elle le dit dans son poème « Qui suis-je » L'obstacle l'obligea à se questionner et à explorer son ressenti, cette intuition, ces connexions internes éveillées par la musique. De la sorte, elle pénétra dans sa culture, c'est-à-dire dans le folklore afro-péruvien et spécifiquement la danse qui la transforma intérieurement. Cette pratique lui permit d'atteindre de nouvelles combinaisons rythmiques et d'accéder à l'harmonie produite par le rythme. Cet état d'équilibre lui révéla d'autres niveaux de conscience, de savoir et de compréhension de vérité cosmique. Elle prit alors conscience de la valeur de l'héritage culturel qu'elle portait. Elle comprit la nature des expressions du folklore de racines africaines et leur signification spirituelle et je dirais thérapeutique, comme clé de reconnexion avec soi-même. Cette compréhension lui permit d'être, alors elle le dit, d'être noire, mais je dirais aussi d'être déjà, et de le revendiquer avec fierté. Ainsi,
la connaissance et la maîtrise du folklore noir, en produisant la manifestation de combinaisons rythmiques ancestrales, rendait libre. Et là, je la cite. Quand l'on commence à danser et à les sentir, on n'a pas à chercher la liberté dehors, parce que la liberté est en nous. La pratique artistique permettait, à partir du corps, de se libérer physiquement, spirituellement, psychologiquement, de la violence du racisme et de toute forme d'oppression. Accéder à la pleine liberté ne dépendait pas d'un contexte légal ou historique, mais impliquait une évolution individuelle et interne qui s'accomplissait par la pratique de l'art. En développant un théâtre noir au Pérou et en s'investissant comme enseignante, Victoria Santa Cruz cherchait à transmettre cette vérité et à mener ses étudiants vers cette émancipation. À partir de son expérience, de sa perception de la vie et des expressions culturelles noires, Victoria Santa Cruz créa une méthode nommée découverte et développement du rythme intérieur, qu'elle transmise tout au long de sa carrière à ses étudiants, mais pas seulement, à un divers public. Alors, il est difficile de dater encore l'exactitude de la création de cette pédagogie, mais on peut supposer qu'il y a déjà des traces lorsqu'elle crée la compagnie de Teatros y Danzas Negras du Pérou, et elle perfectionna au cours... Ah, ok. Alors... donc, on peut supposer qu'elle a perfectionné donc, cette pédagogie, notamment lorsqu'elle devient directrice de l'Institut national de culture en 1969, ou encore lorsqu'elle est directrice de l'Ensemble national de folklore en 1973. Ainsi, Victoria Santa Cruz transmit auprès de plusieurs générations d'artistes une conception et une signification inédite du folklore noir. Effectivement, à travers sa pensée et sa pédagogie, elle affirmait l'africanité des expressions culturelles du corpus criollo, leur centralité et leur autorité face à l'apport hispanique. À partir de l'étude d'expression du folklore, notamment, elle a travaillé sur la marinera, qui est un chant et une danse, et du zapateo, qui est une danse donc, avec les claquements de pieds. Elle montra que les legs africains se trouvaient au sein des éléments qui déterminaient l'authenticité et l'enjeu de la pratique. Plus doucement, c'est toujours... Alors, c'était donc l'apport africain qui donnait la valeur au genre, sous-entendant une hiérarchie entre les diverses origines de ces expressions. L'influence africaine se distinguait alors de l'hispanique dans ce corpus culturel. Et cela d'autant plus que, selon Victoria Santa Cruz, à partir de cet héritage africain, était révélé à l'exécutant des secrets ancestraux lui permettant une évolution sensible et l'accès à cette harmonie originelle. Pour Victoria Santa Cruz, chaque être humain devait fondamentalement redécouvrir en lui l'unité originelle, individuelle, qui conduirait à une reconnexion collective. Car notre individualité serait une partie de l'unité totale. En retrouvant notre unité interne, on participait donc à reconstruire le tout uni, donc cet état originel qu'elle avait conçu. Or, le corpus culturel afro-péruvien, contenant des clés absentes d'autres expressions culturelles, permettait de parvenir à cette unité individuelle et collective. Il ne s'agit pas seulement de permettre une évolution individuelle, mais l'idée, c'est quand même de permettre justement de soigner, on va dire, la société. De cette manière, l'élément africain conférait à cette expression culturelle une dimension spirituelle que seul l'exécutant découvrait, expérimentait et révélait. Il devait donc être valorisé et préservé. Cette conception attribuait donc un rôle particulier et distinctif à la population afro-péruvienne, et plus précisément à ses représentants culturels. Effectivement, c'était l'artiste qui réveillait en lui cette conscience interne, qui le transformait en homme de connaissance. Ainsi, selon Victoria Santa Cruz, les arts et l'artiste ne révélaient pas seulement l'africanité, mais préservaient une cosmologie et une conscience de la vie représentant la réelle singularité et signification de l'afrodescendance, puisque tout afrodescendant portait dans son corps cette mémoire ancestrale.
De cette manière, Victoria Santa Cruz revalorisa le corps noir, élément central de la douloureuse expérience d'être noir au Pérou, en tant qu'écrin qui protégeait un savoir unique. Ce corps devait donc être célébré, et comme le souligne une jeune chercheuse afro-péruvienne, Sharum González, la théorie de Victoria Santa Cruz permit à la population afro-péruvienne, et là je la cite, de se réconcilier avec son corps marqué par la haine et la violence. Cependant, si le corps noir détenait ce précieux héritage, l'éveil des mémoires ancestrales n'était possible qu'à travers la pratique artistique. Seul le folklore permettait d'accéder à l'émancipation. Ainsi, l'œuvre de Victoria Santa Cruz ne se centra pas seulement dans la redécouverte des héritages culturels africains au Pérou, jusqu'alors appropriés par le discours criollo, mais elle légua une conception inédite du folklore noir comme instrument politique transformateur. Si cette approche donc, du corps et des pratiques artistiques était originale dans le contexte péruvien, elle doit néanmoins être affiliée à l'histoire d'un projet culturel et politique afrodiasporique. En effet, cette valorisation de l'héritage afro-péruvien au sein de la danse et de la musique faisait écho à diverses luttes de revendications noires sur une échelle globale, où les arts apparaissaient comme un domaine qui permettait de récupérer les racines africaines et de combattre le racisme. Et cette approche artistique s'était notamment développée dans les Amériques, notamment dans les pays latino-américains où les traditions religieuses africaines n'avaient pas été sauvegardées, comme c'est le cas au Pérou. C'était à travers les arts qu'il fallait retrouver l'Afrique, donnant lieu à une approche panafricaine profondément latino-américaine. Et là, je cite l'anthropologue Stefania Capone. L'émergence d'un théâtre noir péruvien et la centralité de la performance artistique au sein du travail de Victoria Santa Cruz s'inscrivaient donc au sein de revendications identitaires afro-diasporiques. Pourtant, Victoria Santa Cruz ne citait pas dans son discours ses influences. À mon sens, ce silence participa à naturaliser et à individualiser sa conception politique du folklore. Sa conscientisation identitaire et politique apparaissait alors comme un processus physique, émotionnel, à la fois individuel et collectif, centré sur son vécu comme femme noire péruvienne, facilitant certainement l'identification pour le reste de la population noire du Pérou. Toutefois, en adhérant au principe du panafricanisme culturel latino-américain, à partir de l'importance du rôle du folklore dans sa pensée, Victoria Santa Cruz participa à créer le sentiment de partager une expérience culturelle commune entre la population afro-péruvienne et la diaspora afro-descendante, retissant à travers les arts de nouveaux liens d'appartenance. Je vous remercie. Merci, Mando, pour cette présentation très importante pour nous, parce que je pense que Victoria Santa Cruz est une personne très importante et un peu connue entre nous dans l'Amérique ou même au Brésil. On parle d'elle, mais très peu, et je pense qu'on peut après discuter un peu plus, parce que c'est très important ce qu'elle a présenté aujourd'hui ici pour nous. Et on va discuter après, parce que maintenant, on va donner la parole à Denis, qui va présenter son recherche. S'il vous plaît. Bonjour, vous m'écoutez? Oui. Alors, je commence par remercier Viviane Brague et aussi à Célia. Je suis très content d'être là. Alors, je suis venu de l'Amazonie, alors c'était une aventure pour arriver ici. Et ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est une recherche que j'ai fait déjà 5 ans. Merci. Alors, avant de commencer, je voudrais parler que cette semaine, il est paru ce numéro que j'ai organisé au Brésil, parce que beaucoup de gens m'ont demandé où sont les textes de la Guyane. Alors, on a traduit, on a mis en français disponible pour ceux qui veulent étudier et connaître. Il y a une pièce de théâtre que j'ai traduite aussi. Et c'est tout pour l'instant. Alors, on commence. Y a-t-il un théâtre en Guyane française? Cette question est fréquemment posée lorsque je mentionne que j'étudie les manifestations culturelles dans cette région française d'Amérique du Sud.
En fait, un tel questionnement trouve son origine dans deux causes, les préjugés et la méconnaissance. Les préjugés dans ces deux sens. Discrimination et stéréotypes. Discrimination due au fait d'être considérée comme une région subalterne, sous-développée, voire dépourvue d'éducation culturelle par rapport au moulu des civilisations européennes. Stéréotypée car pendant longtemps, on a cru qu'en ces lieux, il n'y avait pas de formation de sa propre culture, ni même des cultures à connaître. À cause d'être quelque chose de produit au milieu de la forêt, avec des populations dites sauvages, dans les contextes colonial et néocolonial d'hier et d'aujourd'hui. Un tel préjugé est dû au fait que la région amazonienne est un lieu longtemps difficile d'accès et donc isolé. L'isolement de la région amazonienne s'est traduit par des modes de survie inventifs et des créations culturelles, sociales et idéologiques. Les différentes populations amenées dans la région, dont la population noire, devaient partager l'espace local et construire une culture commune. Cette culture franco-amazonienne est méconnue soit par manque de diffusion, soit par manque d'opportunité de se montrer, puisqu'elle est soumise à une culture dominante, la culture française. C'est pourquoi, dans ce travail, je vise à mettre au jour quelques caractéristiques, pratiques, noms et textes du théâtre en Guyane française, afin de commencer à lever les voiles sur cette sphère culturelle. Dans les colonies franco-américaines, les théâtres servaient de distraction aux colons et également étaient une manière ludique de civiliser les esclaves. Ainsi, le théâtre a toujours été un support privilégié pour le maintien de la culture française, soutenant ainsi la politique d'assimilation. Il était courant dans les colonies des spectacles de rue, vaudeville, mime, pantomime, ainsi que des formes théâtrales plus prestigieuses, opéra, ballet, opéra comique. Au départ, de nombreux acteurs français sont venus dans les colonies pour jouer leurs spectacles, mais au fil du temps, ces visites ont diminué. Pour compenser le manque de ressources humaines françaises, de nombreux créoles et esclaves noirs ont été mis à disposition pour leur mise en scène, ce qui a abouti à la couleur dite locale du théâtre colonial latino-américain français. Au XIXe siècle, de nombreux comédiens qui visitaient les colonies françaises moururent, notamment de la fièvre jaune. Dans les années de 1850, le théâtre français entre en déclin et un théâtre créolophone émerge avec plus de vigueur, avec des pièces écrites et mises en scène par les colons, majoritairement en créole. Le dramaturge guadeloupéen Philippe Dumanoir connut un grand succès, y compris dans la métropole, avec des pièces en créole et en français qui apportent au XIXe siècle des grands débats sur les questions ethnico-raciales, que ce soit de façon comique, que ce soit de façon sérieuse. Ces pièces ont été jouées sur de nombreuses scènes en Amérique du Sud, comme par exemple sur les scènes brésiliennes. Avec le développement du théâtre en créole, la métropole a réinvesti dans la première moitié du XXe siècle au répertoire classique dans les colonies latino-américaines, les départements d'outre-mer, afin de donner une continuité à son soft power d'assimilation culturelle. Ainsi, le théâtre créole devient plus communautaire, notamment au milieu rural, avec des acteurs amateurs et des textes locaux. L'exception sera le théâtre noir d'Aimé Césaire, écrit en français et qui revendique des spécificités culturelles, linguistiques, économiques et sociales. Dans les années de 1970, avec l'afflux d'étudiants des départements d'outre-mer vers la France,
un théâtre militant se développe fortement comme forme de dénonciation politique. Le théâtre commence à être perçu comme un lieu de débat, d'échange de discours et d'idéologie, ainsi que d'affirmation identitaire. Les textes en diglossie ou bilingues sont assez courants. De plus, nombre de ces textes sont encore inédits à ce jour et sous forme de manuscrits rangés au domicile des auteurs ou de leur famille. À noter que ce sera en 1998 que le festival Thomas, Théâtre d'Outre-mer, sera créé en Avignon, ce qui donnera plus de visibilité à de nombreuses productions latino-américaines et spécialement noires. Tous ces traits historiques et sociaux du théâtre sont connus à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Guyane et en Haïti. Cependant, la dramaturge et théoricienne du théâtre guyanais, Odile Pedro-Leal, attire l'attention sur les systèmes de débrouille, les systèmes D, typiques des Noirs pour les manifestations artistiques. Selon Pedro-Leal, depuis l'époque coloniale, les marronnages ou la manifestation noire d'être créative pour survivre a conduit la population noire à créer des stratégies pour ses propres manifestations artistiques afin de lutter contre l'esclavage de toutes ses sphères, y compris l'esclavage culturel. Ainsi, le système D a soulevé quelques questions importantes qui contribuent à un théâtre noir en Guyane. L'usage d'une langue, le créole, les non-dits, en particulier les gestes, la pantomime, la danse, lieu privilégié des gestations du geste et de la transe des rôles dramatiques, et les chants voyés, les chants lancer directement la parole vers quelqu'un. Pedro-Leal mentionne que l'écriture verbale est la seule concession non noire du théâtre guyanais et qu'en ce sens, son usage, ajouté aux éléments du système D, fait du théâtre guyanais une écriture éthique théâtralisée. Car dans les théâtres guyanais, l'espace scénique du réel, autrefois réapproprié dans la lignée du système D, est un théâtre caché montré. Ce théâtre est présent aussi bien dans les manifestations festives des spectacles de rue, comme les carnavals, qui aussi dans les textes théâtraux et des mises en scène dramatiques sur scène. Si, d'une part, la performance noire est présente dans les théâtres guyanais, d'autre part, l'identité amazonienne est quelque chose de considérable. 3 facteurs différencient les Antilles de la Guyane française. Première, l'asservissement pour les systèmes de plantation a échoué en Amazonie, facilitant de façon inhabituelle la fuite des Noirs et leur organisation sociale, les marronnages. 2. Pendant longtemps, la Guyane française n'a été connue que comme la terre du travail forcé, les bagnes, impropre à toute forme d'économie et accueillant les criminels et les subversives les plus dangereux de la métropole. 3. Kourou est une ville sui generis en Guyane car elle a une assise spatiale au milieu de la forêt, ce qui change à la fois l'imaginaire et l'expérience de ses habitants. Impossible de dissocier l'identité amazonienne sans évoquer ces lieux et son évolution historique et sociale dans le temps. Par conséquent, l'idée qu'il existe un mode de vie extrêmement traditionnel ou éloigné des réalités urbaines, car il s'agit d'un espace au sein du biome amazonien, est fausse. La coexistence de ces différents peuples, amérindiens, noirs, européens et brésiliens, syncrétisant leur culture entre elles, crée un point d'équilibre culturel. Ces traits guident leur appartenance à cet espace, car ces manifestations culturelles font partie de leur quotidien. Ce sont eux, les traits,
qui font l'éloge de leur richesse naturelle, mais aussi qui amènent à comprendre leur comportement en tant que peuple guyanais. Quelque chose d'assez fréquent est le mode de vie amazonien consistant à transmettre les coutumes et les pratiques culturelles de génération en génération, sans souvent avoir de légitimité politique pour leur existence. L'ascendance ou héritage ethnique pluriel, en particulier des Noirs et des Amérindiens, est quelque chose d'identitaire présent en Amazonie. Pour les théâtres, cet héritage est oral. Comme nous le disent Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant dans Lettres créoles, et je cite, « De toute éternité, sitôt après l'effondrement des habitations, la saïnette, petite comédie quasi spontanée, avait fait son apparition dans le lieu de la vie collective. Marché, presbytère, salle paroissiale, petits spectacles de quartier, fêtes scolaires. Tout en chacun y participait, enfants et grandes personnes dans un mélange naturel de créole et de français. Enfants et les occasions des saïnettes étaient nombreuses. D'où provenait la saïnette? Du conteur, bien sûr. Le conteur tirant en compte face à une compagnie des veillées est le début de notre théâtre. Son langage, ses intonations, ses onomatopées, sa gestuelle, ses mimiques muettes et bruitées, ses pas de danse, ses chantés, ses symbolisations de l'eau, du vent, de la pluie relevaient d'une théâtralisation presque totale. La saïnette développa scéniquement les théâtralisations du conte vivant, théâtralisation qui portait en germe bien des partis pris du théâtre moderne. Absence de scène, absence de rideaux, participation et intégration du spectateur au jeu dramatique, distanciation, toutes mesures qui visaient à récupérer une fonctionnalité qu'est l'écriture orale. Et les conteurs créoles maîtrisaient déjà. La saïnette était quelque chose d'assez courant en Guyane française, car au départ, il y avait peu de professionnalisme dans les groupes de théâtre, ainsi qu'un manque de salles de spectacle et d'investissement gouvernemental pour cet art. Bref, le théâtre était une pratique folklorique des troupes ou des groupes communautaires guyanais. Les textes publiés par des auteurs connus dans la littérature guyanaise ne sont apparus que dans les années de 1980, ce qui a fait du théâtre quelque chose d'assez éphémère et seulement vécu par des petits groupes de spectateurs. Évidemment, le manque de moyens d'archives et de diffusion a fait que le théâtre a toujours été rendu invisible ou même considéré comme inexistant. Il est à noter que le succès des saïnettes tient au fait qu'il s'agit de pièces de théâtre qui mettent en scène la vie quotidienne ou les relations humaines typiques de la communauté guyanaise. C'étaient des pièces simples avec peu de personnages, en plus d'être majoritairement en créole. Le statut du théâtre littéraire guyanais n'est né que plus tard avec la publication des pièces imprimées. Comme il n'y a pas un plus grand espace pour décrire et afin de donner un petit aperçu de cette création théâtrale, je divise les dramaturgies nègro-guyanaises en deux types, le théâtre créole amazonien et le théâtre franco-amazonien. Le théâtre créole amazonien est pratiquement inédit et peu publié. Il est écrit en créole, mais il représente aussi la scène de la vie ordinaire guyanaise. Le nom sans doute le plus connu dans ce théâtre est celui de la dramaturge Rosange Blérard, qui a animé pendant de longues années la scène théâtrale guyanaise avec sa troupe Wapa. Son théâtre est très inspiré du théâtre africain avec des explorations du geste comique, spontané et populaire. Ce thème de la vie créole est suivi du format concert pairing, sorte de spectacle musical festif incluant une dégustation gastronomique,
On fait de ce théâtre un théâtre local avec des racines africaines. Ces pièces étaient considérées comme des mémoires du peuple, mettant en action des faits historiques de la Guyane française, tels que les arrivées des Arabes, l'extraction de l'or, les soldats sénégalais, les tirailleurs, ainsi que de discuter des questions de la vie créole, telles que les mœurs chez les Guyanais. Ces pièces étaient essentiellement comiques, ludiques, didactiques et parfois incorporaient toujours des éléments de superstition et des croyances guyanaises, comme la pierre, sorte de malédiction lancée. Rappelons que l'usage de l'improvisation était quelque chose de remarquable dans les mises en scène de la troupe de Blelra, avec de nombreux usages de proverbes, dictions, musique et gestes populaires. Un autre dramaturge créole amazonien est Constantin Verderosa, qui possède également un vaste répertoire de pièces écrites en créole, notamment pour les publics de la communauté scolaire, parents, élèves, enseignants, etc. Ces pièces abordaient aussi des problèmes du quotidien, mais avec un parti pris très assimilationniste dans lequel tout le bonheur était trouvé lorsque les personnages quittaient la Guyane française pour vivre ou travailler en France. Le théâtre franco-amazonien en Guyane française, quant à lui, est un théâtre plus militant qui traite d'enjeux sociaux et politiques poignants sur le territoire. C'est un théâtre qui prévaut de nos jours et qui a également gagné de la place sur les étagères des magasins. Théâtre mis en scène et pensé pour faire réfléchir la population guyanaise sur sa condition de citoyen français dans l'espace amazonien. Son principal représentant est le dramaturge Élie Stephenson, qui a d'abord écrit ses pièces en créole, puis en diglossie et enfin en français. Cette évolution s'explique par la prise de conscience que non seulement la population guyanaise doit savoir ce qui s'y passe en Guyane, mais aussi tous ceux qui lisent en français. Et Stephenson a créé de nombreuses pièces qui abordent de mauvaises conditions de vie des Guyanais, du vide du département dû à la recherche d'opportunités dans la métropole, des enjeux d'exploitation d'or illégal sur les pays et la vie de la population guyanaise, entre autres sujets, y compris historiques, comme l'histoire du noir marron du Chambaud, connu pour avoir terrorisé la Guyane française à l'époque coloniale. Stephenson voit son théâtre comme une arme politique pour faire connaître la région et exprimer l'identité guyanaise. De nombreux d'autres auteurs y écrivent encore des pièces de théâtre en français jusqu'à nos jours, suivant la même rhétorique que Stephenson. Parmi eux, on peut citer Odile Pedro-Leal, Émiline Octavie, Jacques Sabatier, Fabien Lima, Yves Rolu, Grégoire Alexandre. C'est intéressant, je n'ai pas le temps de commenter, mais par exemple, Odile fait un travail très intéressant de transformer les pièces blanches en pièces noires, comme cette affiche que vous voyez de Bernard Albax. Tout le monde voit cette pièce avec des acteurs bruns, et Odile, elle reprend cette pièce avec des acteurs tout noirs, et ça donne une esthétique totalement différente. Alors, je ferme la parenthèse. Il est intéressant de noter que tous ces dramaturges sont également acteurs, chorégraphes, danseurs, metteurs en scène, lettrés et militants culturels en Guyane française. Ces textes parlent poétiquement des problèmes de la Guyane française, ainsi que conduisent à une réflexion sur les solutions sociales. De plus, ils sont imprégnés de questions ethnico-raciales et amazoniennes. Enfin, et surtout dans le contexte de la petite histoire du théâtre en Guyane, les grands liens avec le théâtre africain ressortent. Cela est dû à deux dramaturges africains qui ont fait de la Guyane française leur patrie physique et imaginaire, Jules Nago et Valérie Goma.
Nago est un précurseur du théâtre guyanais dans les années de 1970, inaugurant les courants théâtrales africanistes et traitant des thèmes tels que les rencontres des cultures, l'éducation, la valeur de la tradition ou encore les pratiques africaines comme la sorcellerie et les sortilèges. Goma est congolaise et responsable de l'adaptation de nombreux textes d'auteurs noirs avec des thèmes ethnico-raciaux pour la scène. Par exemple, elle a adapté les textes d'Angela Davis pour la scène, plusieurs textes. Fondatrice du théâtre de la Ruche, elle tente d'implanter en Guyane française une sorte de théâtre plurilingue avec des thèmes pluriculturels et de la région amazonienne de Guyane, en français, en néerlandais, en anglais et en brésilien, en portugais. Outre ces dramaturgues, Émiline Octavie, jeune écrivaine guyanaise, s'est fait remarquer dans les paysages culturels guyanais par son écriture dramaturge féministe. Il est également mentionné qu'Octavie est une auteure contemporaine importante pour avoir apporté des performances importantes de la parole à travers l'union du genre poétique islam, ainsi que des mises en scène et des tournages du vidéo-poème sur les réseaux sociaux, une sorte de théâtralisation de ces poèmes. Alors, et je vais montrer une de ces théâtralisations vitement, ok? Alors, je vais demander là-bas. Pourtant, quand tu étais petit, tu disais « Maman, faut pas taper ». Pourtant, quand tu étais petit, tu disais « Maman, faut pas taper les filles, même pas avec une fleur ». Elle t'a souri, mais toi, parmi toutes les fleurs, tu as choisi la rose pour enfoncer les épines au plus profond de sa peau. Vas-y, cogne, cogne, encore plus fort, cogne. Ne sois pas lâche, finis ce que tu as commencé. Puisque tu as décidé de la cogner, avec tes points de lâcheté, cogne. Les coups maintenant, c'est toi qui vas les recevoir. Et si tu penses que je peux t'arrêter, si tu penses que je peux tout faire changer, je t'en prie, vas-y, cogne, cogne. Mais regarde son visage, les larmes, les marques que tu as faites. Regarde ses contusions, ses hématomes, ses balafres. C'est toi seul qui les a faites. Tu n'as pas su laisser ton poing rangé dans ta poche. Cogne la pluie, le vent, la mer, cogne l'air, les étoiles, mais ne cogne pas ta belle. Il y a des gestes qui font mal, des instants de folie irréparables, ta vie derrière les barreaux. Dis, tu y penses? Pourtant, quand tu étais petit, tu disais « Maman, faut pas taper les filles, même pas avec une fleur ». Elle t'a souri, mais toi, parmi toutes les fleurs, tu as choisi la rose pour enfoncer les épines au plus profond de sa peau. Et si ton père battait ta mère, si ton grand-père cognait ta grand-mère, si le type du coin venait et s'en prenait à ta sœur, tu aurais dit quoi? Tu aurais fait quoi?
La règle était pourtant simple. Ne jamais toucher une fille, même pas avec une fleur. Et tes mains de caresse sont devenues des points de détresse. Tu l'as frappée une fois, promettant de ne plus recommencer. Vous vous êtes embrassés, elle t'a pardonné. Le mois d'après, tu as récidivé. Tympan crevé, une côte cassée. Tu t'es agenouillé, elle hospitalisée. Elle a encore trouvé le courage de te pardonner. La dernière fois, tu l'as frappée jusqu'à ce qu'elle trébuche et heurte la dernière marche de l'escalier. Tu as voulu t'excuser, mais le mal avait gagné. Son corps s'est envolé. Tu as pensé aux enfants. Tu vous as tous condamnés. Mère décédée, père prisonnier, enfant abandonné. Elle n'est pas morte d'amour, elle est morte sous tes coups. Tu aurais pu l'embrasser, la choyer, l'aimer. Mais non, tu as préféré la frapper pour ensuite lâchement t'agenouiller, pleurer et regretter. Ta peine sera bien lourde. Pourtant, quand tu étais petit, tu disais « Maman, faut pas taper les filles, même pas avec une fleur. » Elle t'a souri, mais toi, parmi toutes les fleurs, tu as choisi la rose pour enfoncer les épines au plus profond de sa peau. Alors, ça, c'est un poème qui a été publié dans un ouvrage qui s'appelle « Comme un clou dans le cœur ». Et elle a plusieurs poèmes qu'elle fait des vidéos et aussi la lecture de ces poèmes. Un autre point fort de la Guyane française est l'école Coco-Lampo qui essaye de travailler avec l'idée d'un théâtre éthique dans le respect, l'appréciation et la rencontre des cultures amazoniennes, noires, indigènes, européennes et sud-américaines. La vision de l'école est d'observer la Guyane comme une scène théâtrale orographique, topographique, imaginaire et culturelle, à partir de laquelle de nouvelles théâtralités multiples peuvent émerger de l'Amazonie au monde. Ça, c'est un livre qui existe sur l'école et elle est très connue. Et ça, c'est la fondatrice. Il est impossible de décrire, de montrer et d'analyser complètement le théâtre de la Guyane française. Certes, l'échantillon de la petite recherche présentée ici n'est qu'un aperçu de la richesse qui possède le théâtre des Guyanes françaises. On pense que son espace géographique influence grandement à la fois les thèmes et les formats de l'existence théâtrale. Cependant, ce qui est observé, c'est que la parole, les gestes, le corps, le discours, les images se rejoignent comme des éléments essentiels du théâtre avec la puissance de la forêt exubérante de l'Amazonie, formant une amalgame culturel unique. La recherche sur les théâtres en Guyane consiste à dévoiler des performativités noires inconnues dans des géographies apparemment inimaginables et qui évoluent au fur et à mesure que l'histoire des Noirs est réécrite et racontée à partir de son temps et de ses propres espaces. Je suis très reconnaissant à l'Université fédérale d'Acre de m'avoir accordé subvention pour cette recherche
et à l'Institut d'Histoire d'Art pour l'opportunité de partager ce travail. Merci beaucoup. Merci Denis pour cette très importante et belle présentation aussi, qu'on peut voir pour les deux travaux que nous sommes en train d'écouter, comment c'est important pour toute l'intégration du peuple, la représentation du corps dans le théâtre, dans la performance, dans la musique, dans la vie, dans l'art. C'est très important qu'on peut regarder aujourd'hui et se rendre compte de cette importance. On n'a peu de temps, parce que Vivi m'a dit déjà qu'on en a beaucoup de temps. Mais je vais poser deux petites questions ici. C'est savoir d'abord comment au Pérou, la continuité de ce projet de Victoria, et aussi pourquoi son frère qui était aussi dans le même endroit, est peu connu qu'elle. Est moins connu qu'elle. Alors, ok. Alors, je vais rebondir sur déjà la dernière question. Son frère, Nicomé Santa Cruz, dans le cadre péruvien, a beaucoup plus de reconnaissance. Le jour de la culture afro-péruvienne, c'est le 4 juin, c'est le jour de la naissance de Nicomé Santa Cruz. À partir des années 90, quand on commence justement à avoir des formes de reconnaissance, c'est plutôt Nicomé Santa Cruz qui a davantage de visibilité que Victoria Santa Cruz. Donc, alors peut-être pas à l'international, mais en tout cas au Pérou, c'est le cas. Parce qu'il a eu une intense activité artistique, il présentait un programme à la télévision, à la radio, il publiait énormément. Donc, Nicomé de Santa Cruz est très très connu et reconnu. Victoria, en revanche, à mon sens, si elle a bénéficié d'une certaine reconnaissance, pendant un certain temps, il y a eu peu de recherches sur son travail, mais pourtant elle a une œuvre prolifique. Et c'est seulement depuis vraiment son décès où on a de nouvelles lectures. Et c'est peut-être aussi parce que Victoria Santa Cruz n'a pas écrit énormément, elle n'a pas laissé de traces écrites. Son travail était vraiment, elle tenait justement à transmettre de manière à travers le corps et à travers une pédagogie différente. On a par exemple en 71, elle a produit un livret sur sa pédagogie, mais il n'y a pas eu de suite et ça n'a pas été réédité. En revanche, Nicomé Santa Cruz a produit davantage de textes. Sur les influences de Victoria Santa Cruz, elles sont bien sûr très importantes dans le cadre péruvien, puisque en utilisant ce concept de mémoire ancestrale, elle a aussi, je ne l'ai pas ici développé, mais elle a aussi révélé d'une certaine manière des gestes, des mouvements pour redéfinir les danses que je vous ai présentées à travers ces photographies. Et ces mouvements, ces gestes sont restés en fait comme ce que l'ethnomusicologue Eddie Feldman appelle de nouveaux originaux, puisque c'est ce qui est transmis et ce qui aujourd'hui se voit, même s'il y a de nouvelles créations. Il faut savoir que Teatro y Danzas Negras del Pérou, lorsqu'il a été créé, il y a eu une forme de scission avec certains étudiants qui ont formé Perú Negro. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est donc une compagnie de danse afro-péruvienne et aussi qui fait appel au théâtre et qui a une renommée internationale. Et Perú Negro sont les héritiers de Victoria Santa Cruz. C'est une figure vraiment qui est revendiquée autant dans la conception du folklore que dans les chorégraphies, la danse, la musique qu'elle a léguée et qu'elle a participé. En fait, elle a d'une certaine manière participé à définir vraiment les frontières d'un répertoire culturel afro-péruvien. Merci. On peut voir qu'il a peu de diffusion
tout le travail de ces artistes. C'est comme Denise a nous montré tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui sont sorties en France, mais pas au Brésil. Et nous sommes d'un côté, nous sommes tous ensemble. Le Brésil, c'est un grand pays et on n'a pas de communication, on ne connaît pas les projets qui sont là, au nord, ou qui sont même au Pérou, qui sont à côté de nous, et on les connaît très peu. Je pense que ça, c'est une raison que je félicite les colloques ici, parce que ça commence à faire une réunion qui nous pousse à faire aussi au Brésil de cette intervention et de cette réunion pour qu'on puisse se connaître plus dans l'Amérique même. Et je te félicite aussi, parce qu'on pouvait parler plus que je voulais sur tous les projets même de Glissant, qui c'est des projets de créolisation. Hein. Peut-être que vous pouvez nous donner un mot, même que c'est là un peu petit à cause de l'horaire, c'est cette influence qui est partout aujourd'hui, mais pas comme doit être. Alors, Glissant, il est très important à ce moment, il est très étudié au Brésil, mais par rapport à la Guyane française, et ça, j'ai découvert ça, je ne savais pas ça. J'ai découvert que par rapport à la Guyane française, les créoles, c'est un des éléments de l'identité. Parce que là-bas, on a eu des Asiatiques, des Arabes, on a eu des Brésiliens, des Européens, de toutes sortes. Alors, les créoles ne représentent pas vraiment la Guyane, et spécialement ne représentent pas l'Amazonie ou l'espace amazonien. Si on parle du Suriname, si on parle de la Guyane anglaise, on va voir qu'il faut un traitement différent de ces arts, et la créolisation, elle nous aide, et c'est un chemin, mais ce n'est pas tout le chemin qui s'est proposé par Glissant. Parce que qu'est-ce qui se passe? Glissant, il veut homogénéiser l'espace caraïbe avec les mots de créolisation. Il dit, nous sommes créoles. Mais si vous voyez les créoles, en partie, c'est plus représenté pour les gens qui sont noirs. Et noirs dans toute la façon de colorisation, des noirs moins foncés jusqu'à noirs très foncés. Et on n'a pratiquement pas les Amérindiens aux Caraïbes. Ça, ils ont été vraiment tués. C'est différent de l'espace de l'Amazonie, parce que ce qu'on recherche maintenant, c'est un art qui c'est éthique. Ça veut dire, je ne vais pas diminuer ta position, et moi aussi, je ne vais pas diminuer ma position. Alors, on cherche un espace d'art commun à nous. C'est pour ça que c'est difficile de parler d'identité guyanaise, parce que déjà, il n'a pas une carte d'identité. Ils sont français. Et on oublie qu'ils sont français. Alors, on a, par rapport à la culture française, que c'est toujours dans les écoles, ça fait peu de temps que les manuels sont mis des écrivains, les théâtres, mais il manque beaucoup de choses dans cette partie. C'est vraiment une partie oubliée, et qu'on imagine qu'il n'existe rien, et après qu'on commence à chercher, qu'on commence vraiment à découvrir, il y a trop de choses. Le grand problème, c'est l'accès. C'est l'accès. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, il y a la diffusion de toute cette connaissance et de toute cette recherche aussi. Bon, je pense que, je ne sais pas si le public veut faire quelques questions, ou si on a encore du temps, Viviane, tu peux nous dire.